Bonjour, aujourd'hui nous allons revenir sur les objets dynamiques. En fait, l'objet dynamique a plusieurs caractéristiques que l'on n'a pas vues encore jusque-là dans les précédents modules. Alors on va juste revenir sur la première des caractéristiques, qui est qu'en fait un objet dynamique, étant une image vectorielle, lors de déformation ne subit pas de modification. Alors c'est bien de le dire, mais il faut pouvoir le prouver. Donc je vous ai fait ici deux carrés de couleurs. L'un qui va être pixelisé, l'autre qui sera en objet dynamique. Et donc je vais les sélectionner tous les deux. Alors ici vous voyez sur le côté, donc j'ai mis un calque d'arrière-plan. Donc là en l'occurrence il s'agit de la transparence. Le premier calque qui est identique au deuxième du point de vue de la répartition des couleurs que j'ai appelé pix. Donc ce sera donc le calque avec les pixels. Au-dessus, la même chose, mais en objet dynamique. Et donc on voit ici le petit signe en dessous qui montre bien que cette image a été transformée en objet dynamique. J'ai sélectionné les deux calques. Alors pour sélectionner les deux calques, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur la touche majuscule et de cliquer le deuxième calque. Et ainsi j'ai les deux calques de cliquer. Alors, je fais ça pour pouvoir transformer simultanément les deux calques que j'ai répartis sur l'image. Donc si je fais CTRL-T, je vais pouvoir diminuer la taille simultanément des deux images. Allons-y, je diminue jusqu'à n'avoir plus que deux couleurs, là en l'occurrence, et je valide. Voilà. Maintenant, je vais réagrandir mon image. Donc, je refais CTRL-T, et je vais donc réagrandir mes deux images, comme ceci, et je valide. Et on s'aperçoit de quoi? Bah, en fait, là, on est au niveau du pixel. Hein. Oui, j'ai oublié de vous dire, les deux grilles que j'ai fait avant, là, qui faisaient 3 pixels de côté, montrent bien ce qui se passe au niveau des pixels. Hein. Je l'ai fait exprès. Donc là, je suis agrandi au maximum de ce qu'on peut faire pour une image. Donc vous voyez que en réduisant la taille, puis en l'augmentant de nouveau, eh bien, le calque pixelisé, hein, je vais enlever le calque d'objet dynamique, est devenu une seule couleur, alors que le calque d'objet dynamique a gardé l'ensemble des couleurs. Voilà, ça c'est une première démonstration de ce qu'on peut dire sur le côté non destructif en fait de l'objet dynamique. Et donc on va essayer au maximum, dans toutes les opérations de retouche que l'on fait, de rester en objet dynamique. Alors on va voir qu'on ne peut pas rester en objet dynamique tout le temps, puisque certaines opérations nécessitent des pixels. Tout ce qui nécessite des pixels vous demandera de repartir en objet, non pas en objet, mais en pixels, de reconvertir l'image en pixels. Alors c'est simple hein, pour reconvertir un objet en pixels. On se met sur le calque, on fait un clic droit, et on va chercher pixeliser le calque. A l'inverse, si je remonte un petit peu plus haut, j'aurais pu convertir en objet dynamique. Voyez, donc on peut passer d'un état à l'autre très simplement. On va prendre maintenant une photo et on va refaire la même opération. Voilà, donc j'ai ici deux photos. La première qu'on voit en haut, c'est l'objet dynamique. Hein, et on voit bien le petit signe qui se trouve en bas à droite de l'image, enfin en l'occurrence de la vignette. Et puis juste en dessous, bah, l'image pixelisée. Ok, donc là je vais de nouveau sélectionner les deux images en faisant majuscule sur la deuxième image. Et maintenant je peux faire CTRL-T pour simultanément réduire la taille des deux images. Alors je vais la réduire assez fortement comme ceci. Je valide. De nouveau, je resélectionne en faisant CTRL-T. Je repars en arrière. Alors là, les deux images, vous voyez, donnent l'impression d'être pixelisées tous les deux parce que en fait, le calcul n'a pas encore été fait. Il faut que je valide pour que le calcul se fasse. Donc je valide. Et on s'aperçoit de quoi? Eh bien, que l'image pixelisée est devenue floue.
Alors, j'ai réduit cette image, elle fait 10 cm de côté. Hein, donc, effectivement, plus on réduit, plus l'incidence de la perte de qualité est importante. Voilà, donc mon image pixel, c'est celle qui est floutée. L'image d'origine, c'est donc celle-ci, l'image en objet dynamique. Donc la première résolution que l'on doit prendre, c'est de ne faire des redimensionnements que en mode dynamique. Donc de manière à éviter toute déformation de l'image. Maintenant, on va ouvrir une image dans Camera Raw, et puis on va regarder en bas ici, sur les options pour ouvrir l'image. Alors, si j'appuie sur la touche Alt, il me propose d'ouvrir l'image en tant que copie. Au passage, il me permet de réinitialiser les corrections précédentes de Camera Raw. Et si j'appuie sur la touche majuscule, je peux ouvrir l'image en objet dynamique. Et c'est ça qui nous intéresse pour le moment. Donc, j'appuie sur la touche majuscule et donc je valide ouvrir en objet dynamique. Me voici avec l'objet dynamique. Vous remarquerez au passage qu'il n'y a pas le cadenas. Hein. Donc je peux dupliquer mon arrière-plan si je le souhaite. Je peux protéger mon arrière-plan avec un cadenas. Voilà. Mais le mode objet dynamique est non destructif. Alors, je vais me mettre sur cette image, puis je vais faire un certain nombre de corrections rapidement. Je vais passer en noir et blanc. Je vais toucher un peu les teintes, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais faire un niveau. Voilà, niveau général. Je vais faire également un niveau sur les yeux. Je vais convertir mon masque en noir en faisant CTRL-I, comme ceci. Je vais aller chercher le pinceau, puis je vais aller peindre en blanc à partir des réglages que j'ai fait de niveau sur les yeux pour éclaircir un peu les yeux. Voilà. Parfait. Donc voilà, j'ai fait toutes mes retouches, etc., etc. Et je peux créer un objet dynamique de toutes ces modifications. Donc il me suffit d'appuyer sur la touche majuscule. Donc j'ai niveau 2 qui est sélectionné en haut. Et je me positionne sur le dernier calque que je veux intégrer. Comme ceci. Je fais un clic droit sur ma sélection. Et je vais sur convertir en objet dynamique. Alors l'avantage de ce système, c'est que si je clique sur l'objet dynamique, eh bien je vais retrouver à l'intérieur tous mes réglages. Je peux modifier comme je veux. Et vous aurez remarqué en haut ici, il a créé un fichier niveau 2, alors il a pris le nom du dernier calque, hein, niveau 2, PSB. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle on appelle ça objet dynamique. Bien sûr, c'est une image vectorielle, donc non pixelisée, hein, mais on va pouvoir, dans ce fichier qui sera embarqué dans le fichier général PSD, avoir tout un tas de données. Voilà. Donc, à chaque fois que je vais faire une modification ici, dans la position d'avoir le niveau 2 PSB, eh bien, il faudra que je sauvegarde à chaque fois, avant de repasser ici, sur le côté, dans le fichier PSD, qui est Londres, décembre, etc. Donc là, imaginons, je vais faire sur le niveau une retouche forte de manière à ce qu'on voit la différence. Hein. Je vais me mettre en blanc-blanc, comme ça. Pas très joli, mais ça va servir d'exemple. Et donc ici, maintenant, je fais CTRL-S pour sauvegarder, ou je vais dans Fichier, Enregistrer. Hein. Je suis bien sur le calque, le fichier qui s'appelle niveau 2 PSB. Je fais CTRL-S pour sauvegarder. Et maintenant, je peux cliquer sur le fichier qui se trouve à côté et retrouver
mes deux fichiers, enfin mes deux calques, le calque d'arrière-plan et le calque d'objet dynamique, qui là regroupe tous mes réglages. Le réglage a bien été pris en compte, et j'ai bien ici en haut, à côté de mon fichier PSD, le fichier PSB. Et en fait, quand je vais fermer le document, eh bien le fichier PSB sera intégré au fichier PSD. Donc évidemment, ça sera un fichier plus lourd. Mais l'avantage, c'est que ça vous permet de regrouper vos actions sur une image à un endroit. Voilà le deuxième avantage des objets dynamiques. Alors, si je clique en bas sur l'objet dynamique que j'ai ouvert initialement, alors il me dit « Ah bah oui, mais vous l'avez verrouillé, il faut enlever le verrou. » Donc on va enlever le verrou. Donc j'ai double-cliqué, pardon. J'ai cliqué sur le verrou pour l'enlever. Et maintenant, je clique de nouveau sur l'objet dynamique, le calque d'arrière-plan. Et comme par magie, je reviens dans Camera Raw. Donc on peut revenir dans Camera Raw si, à l'origine, j'ai ouvert mon fichier en objet dynamique. Et évidemment, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours faire Filtre, Camera Raw, et il vous ouvrira de la même manière votre fichier Camera Raw. Voilà. Pour bien comprendre l'intérêt des objets dynamiques, on va faire un exemple avec cette photo où je vais faire une double exposition sur cette photo en utilisant un autre fichier PSD qui va être incorporé, donc qui va être un objet dynamique incorporé dans mon premier PSD. Hein, parce que soit vous êtes dans une situation où vous avez commencé un travail et vous voulez créer un objet dynamique, auquel cas il créera un fichier PSB comme Bernard, mais vous pouvez aussi embarquer un fichier PSD que vous aviez travaillé par ailleurs à l'intérieur d'un autre fichier PSD. Voilà. Et c'est ce que nous allons voir là maintenant. Alors, ça c'est une image d'un modèle. Je vais faire CTRL-J pour dupliquer l'arrière-plan. Voilà. Et maintenant, je vais faire Fichier, Importer et Incorporer. Et ici, on trouve Importer et Incorporer, et Importer et Lier. Alors, Importer et Incorporer, je vais donc importer mon fichier PSD qui va être incorporé donc dans l'autre fichier PSD. Et à la fin, quand je vais sauvegarder mon travail, il n'y aura plus qu'un seul fichier PSD qui englobera tout le travail que j'aurai fait. En dessous, on a importé et lié. Alors là, la différence est la suivante, c'est que le fichier ne sera pas encapsulé dans le fichier PSD, il restera indépendant du fichier PSD, sera sur un autre disque dur ou sur le même serveur, peu importe, mais il y aura deux fichiers distincts. Mais ils seront liés, et à chaque fois que j'ouvrirai mon fichier, il ira chercher sur le disque dur la partie de fichier manquante. Bon, ça c'est intéressant pour des gens qui font du travail collectif en infographie. Là, nous on va utiliser simplement importer et incorporer, d'autant plus que si vous oubliez un jour votre disque dur en vacances, vous ne pourrez pas utiliser le fichier qui se trouve sur l'autre disque dur. Voilà. Alors là, je vais incorporer ce fichier PSD que je vais utiliser sur une autre photo. Le voici, donc il vient d'apparaître en haut, avec le petit icône en bas à droite d'objet dynamique. Je vais redimensionner en faisant CTRL-T. Si je n'appuie pas sur la touche majuscule, eh bien je reste proportionnel. Si j'appuie sur la touche majuscule, eh bien je peux régler comme je veux l'image d'une manière disproportionnée. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais appliquer un mode de fusion superposition pour incorporer ma vitre sur mon image de fond. Mais là, ça ne se passe pas comme je voulais, puisqu'en fait, l'image, je l'avais réglée à l'origine pour
pour une autre image. Donc la vitre, eh bien, je vais pouvoir re-rentrer dedans, puisque je suis en objet dynamique. Je double-clique sur l'objet dynamique et je rentre dans le PSD. Donc ici, vous voyez en haut, Moisture Correction, voilà, PSD. Hein. Et puis ici à côté, hein, j'ai mon image d'origine. Voilà. Hein. Et on voit d'ailleurs ici, juste à côté, que ce fichier PSD comprend aussi l'image Moisture Corrections 92 61 41. Voilà. Bon, mais sauf que là, alors, je reviens sur mon image que je dois modifier pour être mieux incorporée. Alors, ce qui me pose problème, ce sont les... Alors, on va regarder l'image de fond. Hein. Voilà, l'image de fond, c'était ça. Alors, j'ai la vitre avec de la buée, des coulures de pluie. Voilà, et puis, mais à l'intérieur, j'ai du bokeh, là, un peu partout, avec des lumières. Bon, elle me gêne un peu sur mon sujet. Donc, je vais réactiver le noir et blanc. Voilà, et puis je vais aller faire diminuer l'intensité du rouge, ce qui me fait diminuer les bokeh à l'arrière. Le jaune, pareil, le vert, il y en a un peu, le bleu, il y en a un peu également. Et je vais revenir sur le niveau, et là, sur le niveau, je vais rééclaircir mon image, de manière à voir réapparaître la buée, c'est ce qui m'intéresse. Je vais rester d'une manière assez contrastée, hein, donc je vais régler voilà, un petit peu comme ça. Pas trop sur les lumières hautes, puisque c'est ce que je veux voir disparaître là en arrière-plan, le bokeh, voilà. Alors, je vais essayer comme ceci. Et là, eh bien, il va falloir que je sauvegarde les modifications que je viens de faire avant de repasser dans mon image principale, celle qui embarque cette image. Donc pour ça, je fais CTRL S, ou vous pouvez faire également un fichier enregistré. Hein, voilà. Donc moi je vais faire CTRL S pour enregistrer. Et une fois que j'ai enregistré, eh bien, vous voyez, je suis sur la photo 92 là, et je vais passer ici en cliquant. Je vais revenir à mon image principale. Me revoici avec mon image principale, ça me plaît un peu mieux. Voilà, on voit mieux le visage de la personne. Je serais tenté, oui non, je vais laisser comme ça, et je vais aller faire un masque de fusion à côté, pour aller faire apparaître un peu plus le visage. Pour ça, je vais prendre mon pinceau, peu importe si je suis en noir ou enfin en noir total, j'aurais pu faire ça avec un gris hein, pour estomper légèrement, mais je vais le faire avec du noir, et on va voir qu'avec les propriétés du masque, je peux aller atténuer l'opacité de ma retouche. Donc voilà, je prends grossièrement, je vais faire la retouche que je veux sur le visage, je veux voir apparaître le visage. Bon, le front, pas trop en fait. Je vais remettre un coup de blanc là. Voilà, je veux au moins avoir le regard qui apparaît. Donc je me place bien sur le masque de fusion. Et puis ici, en bas, dans les propriétés, je vais diminuer la densité. Vous voyez ? Alors, si je la diminuais complètement, de nouveau, j'efface le visage. Hein, et puis, je vais faire réapparaître petit à petit le visage jusqu'à quelque chose qui me convienne et qui paraisse à peu près naturel. Alors, je vais quand même... alors, je vais repasser à fond. Je vais quand même dégager le front aussi pour que ça soit plus réaliste. Donc, je vais dégager le front. Voilà, on va dégager complètement le visage pour que ça reste réaliste. Voilà, donc là je me suis remis à fond de la densité, je repasse sur le masque et puis je vais de nouveau baisser le masque de fusion, voilà, de manière à voir réapparaître la brume petit à petit sur le visage. Voilà, là ça me convient assez. Ce que je peux faire, une dernière chose, c'est de faire un niveau général, hein, le fameux niveau d'harmonisation. Donc là, je vais harmoniser un peu mon image, comme ceci. Voilà, je
rend un peu plus contrasté. Du coup, mon personnage apparaît un petit peu mieux, mais je garde quand même l'effet de la vitre. Voilà comment on peut utiliser un fichier embarqué, hein, c'est-à-dire mélanger deux fichiers. Alors évidemment, cette opération intéresse beaucoup les montages. Alors c'est marrant parce que la goutte d'eau là sur le côté du nez lui fait comme une verrue. Alors ça c'est pas très joli. Donc je vais faire CTRL-T sur le calque qui contient la vitre. CTRL-T, et puis je vais aller élargir un peu la vitre, comme ceci, de manière à faire disparaître le petit point. Je pourrais même aller le corriger en prenant l'outil pièce. Alors, si je me mets sur l'outil pièce et que je veux aller corriger ce petit point là, bah, je ne peux pas là, puisque je suis en objet dynamique. Donc pour ce faire, je vais faire clic droit sur le calque. Alors attention, pour faire clic droit, si vous faites clic droit sur la vignette, vous n'avez qu'une partie des options, mais qui ne concerne que la vignette. Si vous vous mettez sur l'autre bout ici du calque, vous faites un clic droit, et là vous avez tout un tas de possibilités, notamment pixeliser le calque. Donc je vais pixeliser le calque, et maintenant je peux utiliser l'outil pièce pour aller corriger cet élément que je trouve pas très joli. Voilà. Le faire disparaître. Alors, il ne disparaît pas comme je voudrais. Alors, bah, la solution, c'est de faire majuscule Alt CTRL E en étant positionné sur déplacement. Et là maintenant, je peux aller faire ma correction avec l'outil pièce. Voilà, de la petite goutte d'eau, comme ceci. En fait, on n'a pas pu, parce qu'il y avait un masque associé, on n'a pas pu faire la correction avec l'outil pièce parce que, en fait, le fait qu'il y ait un masque empêche la correction. Voilà. Donc la solution, c'est soit de fusionner le calque, hein, d'aplatir le calque, soit de créer un calque au-dessus en faisant majuscule, Alt, CTRL et E. Voilà. Je reviens en arrière. Et donc j'en ai terminé de ma retouche avec cette vitre embuée. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un objet dynamique et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Alors on va commencer par ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, je prends l'outil pièce. Je vais enlever la fermeture, là, un bout de la fermeture éclair sur le monsieur. Voilà, et maintenant j'essaye de déplacer la pièce, et bien il me met le petit signe interdit. Voilà, donc je ne peux pas. Si je clique dessus, eh bien il me rappelle que je dois pixeliser l'objet dynamique d'abord avant de continuer. Le contenu sera plus modifiable. Pixeliser l'objet dynamique, oui ou non. Et là, je dois faire OK. Donc, l'outil pièce, tous les outils qui en fait modifient les pixels. Exemple, par exemple, je veux déplacer quelque chose, eh bien pareil, je ne peux pas déplacer quelque chose. Peindre, c'est impossible, on ne peut pas peindre. Le pot de peinture, on ne peut pas. Le tampon, etc., on ne peut pas, parce que toutes ces actions-là concernent les pixels. En revanche, ajouter du texte, bien sûr, vous pouvez mettre du texte. Faire des sélections, bah, sans problème, hein, vous pouvez faire des sélections et appliquer des réglages derrière sur vos sélections, etc. etc. Ce que l'on peut faire, à l'inverse, bah, c'est utiliser tous les calques de réglage, que ce soit luminosité, niveau, courbe, exposition, etc., noir et blanc, fil photo. Donc on peut faire toutes ces opérations. Alors, comment on va gérer l'opération de retouche? En fait, on peut recadrer à partir d'une image pixelisée, ça n'aura pas trop d'incidence. Si on a un objet dynamique, c'est préférable. Ensuite,
on peut faire toutes ces retouches sur l'image si on ne la redimensionne pas. Et on va se retrouver à la fin, au moment de l'édition, à devoir, peut-être, pour l'envoyer à l'impression, redimensionner l'image. Et bien à ce moment-là, il faudra avoir le réflexe de repasser en objet dynamique pour redimensionner l'image avant de l'envoyer en édition. L'autre intérêt des objets dynamiques concerne les filtres. Donc par exemple, je vais ici convertir mon arrière-plan donc en objet dynamique, et puis je vais aller chercher un filtre, renforcement, accentuation. Voilà, je fais mes réglages, le gain 76%, le rayon 3,2, etc. Je valide. Et l'avantage, c'est qu'ici, sous l'objet dynamique, il a créé un masque qui concerne donc l'objet dynamique. Et puis en dessous, alors sur ce masque, évidemment, je peux peindre en noir pour limiter les zones concernées par le filtre. Et en dessous, ici, si je clique sur accentuation, je retrouve ma fenêtre de réglage et je peux de nouveau modifier mes réglages. Voilà. Autre possibilité aussi, si je vais à l'autre bout du calque ici, enfin de l'autre bout du filtre dynamique dans la version masque plutôt, si je double-clique ici, eh bien j'ouvre une fenêtre d'options de fusion, où là je peux choisir un mode de fusion, et je peux diminuer l'intensité de ma retouche. Donc là par exemple, si je veux diminuer l'accentuation, je peux le faire en faisant 53%, etc., etc. Voilà encore une des possibilités de l'objet dynamique. Autre fonctionnalité des objets dynamiques, c'est de pouvoir créer des maquettes. Alors, et de pouvoir tester des images sur une autre image. Donc c'est effectivement quelque chose qui se rapproche un peu de l'infographie, mais on verra plus tard. Je vous montrerai un exemple quand on parlera d'harmonisation. Un exemple où en fait on peut l'utiliser en photo. Là, on va regarder simplement le principe. Donc, c'est d'incruster une image dans une autre image, mais d'avoir la possibilité de tester facilement d'autres images au même emplacement, sans avoir beaucoup d'opérations à faire. Alors ici, vous avez une photo d'un iMac d'un bureau. Je vais dupliquer mon arrière-plan en faisant CTRL-J. Et puis, je vais aller chercher l'outil Forme, qui se trouve ici dans la barre d'outils. Voilà, en haut, vous retrouvez le menu avec le choix entre tracé, pixel ou forme. Donc là, en l'occurrence, on veut faire une forme. Le fond, je veux un fond transparent. Donc il faut choisir le fond barré de rouge, comme ceci. Le contour, de la même manière, je ne veux pas de contour. Voilà. Et maintenant, je vais tracer un rectangle, à peu près de la dimension de l'écran. Voilà. Et maintenant, je vais aller sauvegarder ce rectangle en objet dynamique. Voilà, vous venez de créer un mock-up. Alors pour le moment, on ne voit rien, parce qu'effectivement, comme j'ai demandé un fond transparent, un contour transparent, eh bien rien n'apparaît. Je reste bien sur l'objet dynamique que je viens de créer, et puis je vais aller dans les éditions, transformation et torsion, et là je retrouve les poignées pour régler ma forme aux dimensions de l'écran. Donc pour ce faire, j'appuie sur la touche majuscule et je prends les poignets, je vais les positionner aux angles de l'écran de manière à pouvoir incruster l'image à l'intérieur de l'écran. Alors, si vous êtes trompé à cette étape, c'est pas grave parce qu'on peut revenir après sur cette étape. Voilà, je fais ça rapidement. Alors il faut bien appuyer sur la touche majuscule, sinon c'est très très compliqué à faire. Voilà, j'ai terminé, je valide. Et maintenant, je vais rentrer dans mon objet dynamique en double-cliquant sur la vignette. Je rentre et je me retrouve face au damier vide. Maintenant, je vais aller chercher mon image.
je fais Fichier, Importer et Incorporer. Je choisis cette photo et je fais Importer. Voilà, donc là je peux faire des réglages, hein, puisque c'est un F. Donc je vais monter l'exposition, corriger le voile, je vais saturer pour que ça soit bien doré. Voilà, ok. Et maintenant, je me retrouve avec mon image dans l'objet dynamique. Et vous pouvez constater ici en haut, on a le fichier maître, je dirais, hein, qui s'appelle bureau imac pour mockup, et le fichier secondaire, celui qui va être incorporé au premier, hein, quand je vais sauvegarder au final, eh bien, ce fichier PSB qui vient de se créer, qui est le fichier qui contient toutes les caractéristiques et les calques de l'objet dynamique, eh bien, cet élément va s'incorporer après dans le fichier principal. Donc voilà, alors il faut que je redimensionne, hein, il faut bien être aux dimensions de l'image. Voilà, donc je vais redimensionner mon image. Alors j'appuie sur la touche majuscule pour faire un agrandissement disproportionné. Voilà, comme ceci. Bon, je voulais que la boule soit plus grosse à l'intérieur. Je valide. Et maintenant, opération importante, il faut sauvegarder le fichier PSB. Et pour ça, il faut faire CTRL S pour sauvegarder avant de pouvoir retourner dans le fichier principal. Voilà, j'ai sauvegardé. Maintenant, je reviens dans le fichier principal et je constate que mon image est bien incorporée dans... alors, l'avantage, c'est que ça gère la perspective. Voilà. Donc l'image est intégrée tout en respectant la perspective. Maintenant, je double-clique sur cette image. Je peux aller chercher une autre image. Donc je refais importer et incorporer. On va prendre celle-ci par exemple. Voilà. Alors je désactive l'image où il y avait la boule. Maintenant je redimensionne l'image ici présente, comme ceci. Voilà, alors je vais essayer de respecter les proportions, hein. Donc j'appuie sur la touche majuscule. Voilà, je peux encore déplacer mon sujet à l'intérieur. Voilà qui est fait. Je valide. Donc je peux garder ici les fichiers de test, c'est pas un problème. Et je peux éventuellement je vais pouvoir éditer les images les unes à la suite des autres en laissant les images secondaires dans l'objet dynamique. Voilà, donc là, opération importante, hein, il faut sauvegarder, donc CTRL S pour que le fichier PSB se mette à jour, et donc je peux repasser ici dans le fichier principal. Et voilà, mon image est incorporée avec le respect de la perspective. Alors vous voyez que le tracé que j'avais fait au départ, la forme que j'avais fait au départ, je ne l'ai pas bien réglé parce que en fait j'ai des petites différences de niveau entre le haut et le bas de l'écran là sur le côté. Vous voyez? Donc je vais vous donner, alors vous pouvez retourner sur torsion, mais vous pouvez régler d'une manière très très fine en faisant édition, transformation, et ce coup-ci on va prendre déformation. Et là, vous avez beaucoup plus de poignées pour régler votre image sur l'écran. Donc ici, je me mets sur la poignée du haut. Je repère, vous voyez, je maintiens la souris enfoncée et je repère où se trouve bien le coin de l'image, enfin le coin de l'ordinateur. Et je fais concorder donc l'image. Ici, la poignée, je peux la prendre et la remettre droite. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez être extrêmement précis dans votre démarche. Ici, je peux remonter un petit peu
sur le bas. Voilà. Ici, je suis allé un peu trop loin tout à l'heure. Je ramène mon image sur les bords. Voilà, comme ceci. C'est terminé, je valide. Et là, j'ai le respect parfait de l'écran d'ordinateur. Donc ça, c'est vraiment un avantage incroyable qu'offrent les mock-ups, les maquettes. Une fois que j'ai réglé le cadre, eh bien, je peux incorporer très facilement des images les unes après les autres. Alors, on aurait pu faire ça directement sans créer une image dynamique, simplement en venant coller une image et en utilisant la torsion. Mais à chaque fois que j'aurais changé d'image, il aurait fallu de nouveau refaire la même opération de torsion, etc. Se réajuster à chaque fois. Là, l'avantage, c'est qu'on peut incorporer rapidement une image dans une autre image. Voilà, c'était une des dernières fonctionnalités. On reviendra là-dessus parce que, comme ça paraît ne pas concerner directement la photographie. On est plutôt proche de l'infographie. C'est ce dont se servent les infographes pour présenter, par exemple, des t-shirts avec différents modèles d'impression, ce qui permet de ne pas recréer à chaque fois une image de t-shirt avec l'incrustation du motif sur le t-shirt. Ils font ça pour tout un tas d'objets, et on peut le faire également en 3D, mais là, c'est une autre histoire. Voilà, j'en ai terminé pour les mock-ups aujourd'hui. J'en ai terminé pour ces spécificités concernant les objets dynamiques. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.